éléments. Le titre qu'on avait choisi pour cette réunion, du coup, c'était lutter contre l'islamophobie et le racisme d'État. Bon, je constate qu'à Strasbourg, c'est déjà en train d'être fait. Lutter contre l'islamophobie et le racisme d'État, quand justement on est capable en fait, de se rendre partie prenante en fait, d'une liste qui est portée par quelqu'un qui n'a pas, qui fait face à l'islamophobie justement et qui du coup parvient à réunir quand même autour de lui un certain nombre de soutiens à gauche, et ça c'est une marque de mobilisation de notre camp et une façon justement de se rendre capable de lutter concrètement contre l'islamophobie. Et c'est des signaux qu'il s'agit d'envoyer, et c'est des signaux qu'il s'agit d'envoyer et qu'il va falloir qu'on envoie longtemps. Il va falloir qu'on les envoie longtemps parce que, en fait, face à nous, on a toute une forme de harcèlement médiatique, de harcèlement politique, qui fait que le matraquage en face de nous, il est extraordinairement puissant. On sait déjà à quel point c'est difficile de construire un mouvement social. Alors construire dans une situation pareille un mouvement antiraciste et manifester la présence d'une solidarité concrète de notre camp avec les personnes musulmanes, ça va engager un certain nombre d'efforts, des efforts comme ceux d'aujourd'hui. Et des efforts qu'il va falloir rendre pérennes, continus. Et ça commence par, effectivement, des listes comme là, des moments publics de soutien, et puis une dénonciation claire de l'islamophobie qui a derrière les actes qui visent notamment, par exemple, votre liste, ou même de manière un petit peu plus large, les personnes musulmanes, et le travail qui est fait là, que tu rappelais notamment, que tu rappelais aussi autour des GIA sur la place justement que vont prendre les différents actes islamophobes qu'on va pouvoir connaître, ça, le fait de s'en informer, le fait de manifester qu'on est en capacité justement de se soucier de ces problèmes-là, et que ces problèmes-là, ce sont les nôtres, ça c'est un premier moyen déjà de construire justement notre solidarité antiraciste. Bon, donc il y a déjà pas mal de choses qui sont faites parmi nous. Néanmoins, pour pouvoir remettre un petit peu ces choses en contexte et pas être, comme je dirais, en train de mettre un pansement sur une jambe de bois, l'un des objectifs de ce moment de discussion, c'est de pouvoir prendre un petit peu de champ, un petit peu de distance par rapport à l'action un petit peu quotidienne, et pouvoir replacer un petit peu la lutte contre l'islamophobie dans un diagnostic politique global qui nous permet justement un petit peu de nous situer et puis de construire notre action. Donc, pour comprendre un petit peu plus précisément cette situation-là, et puis parce que je suis annoncée comme faisant partie de la commission antiraciste du parti, donc il faut que tout de même je présente quelques données ou quelques notions un peu théoriques pour le préciser. On a dit qu'on luttait contre l'islamophobie comme racisme d'État. Pourquoi est-ce qu'on insiste sur le fait que c'est un racisme d'État ? Un des premiers points sur lesquels on doit insister, c'est que le racisme d'État, il se situe dans la continuité d'un racisme qui est systémique et structurel. Et le racisme d'État, c'est encore quelque chose d'autre. Alors à quoi ça sert de multiplier ces termes-là ? Ça sert de les multiplier et de les préciser d'abord dans un premier temps parce qu'il y a un certain nombre de gens quand même qui les maîtrisent et qui les mobilisent. Et donc c'est important, encore une fois, pas seulement de connaître des situations concrètes ou des faits concrets, mais aussi d'être capable de mobiliser les analyses qui sont finalement les analyses fréquentes en fait dans le champ antiraciste. Et nous, si on insiste dans notre diagnostic sur le fait de parler de racisme d'État pour parler de l'islamophobie, c'est qu'on estime qu'on est face à une situation un petit peu particulière avec le cas de l'islamophobie. Et que l'islamophobie, finalement, en tant que racisme d'État, elle vient s'ajouter en fait à deux dimensions qui précèdent, une dimension justement structurelle, puis une dimension systémique, et enfin, elle est, on va dire, portée par une politique un petit peu continue de discrimination d'État. Donc, très rapidement, le racisme structurel, c'est quoi Ça ne va pas être une leçon extraordinairement longue, trop présente, je l'espère. Mais concrètement, quand on parle de racisme structurel, le terme il renvoie à quelque chose de finalement très neutre et qui vise à dire que l'islamophobie, elle a une histoire. Et ça, c'est quelque chose qu'on met souvent en avant. On a des camarades, par exemple, à Limoges, qui organisent une réunion publique la semaine prochaine où ils insistent sur ça. Ils expliquent, par exemple, la continuité entre l'islamophobie qu'on vit aujourd'hui et puis le racisme colonial. Quand on parle de racisme structurel, on renvoie à ça. Ça veut dire quoi le racisme structurel ? Ça veut dire que dans les structures de notre société, la manière dont la société française est construite, la manière dont les sociétés européennes se sont constituées, l'islamophobie, elle a joué un rôle. Ça, c'est important pourquoi ? C'est important pour deux éléments. D'abord, pour pouvoir le replacer dans une histoire longue,
et nous on sait à quel point c'est important de pouvoir examiner les dynamiques historiques pour pouvoir avoir un diagnostic matérialiste de la situation, c'est le premier élément. Le deuxième élément, ça nous permet aussi de nous situer par rapport aux questions coloniales, par exemple, et de voir comment l'islamophobie qu'on vit aujourd'hui, elle se situe dans la continuité d'un racisme colonial. Pourquoi c'est important de dire continuité d'un racisme colonial? Parce que ça nous permet de dire deux choses. Ça nous permet de dire qu'il y a eu un racisme colonial qui était islamophobe, d'accord, et que, entre autres, l'une des justifications idéologiques de la colonisation, ça a pu être l'islamophobie, d'accord, dans des formes de défense civilisationnelle du modèle européen par opposition, entre autres, au modèle islamique qu'on pouvait identifier notamment au Maghreb qu'on a colonisé, mais de manière un petit peu plus large même. Ça, c'est la dynamique coloniale, et puis souvent, on ajoute même une dynamique décoloniale. Et cette dynamique décoloniale, en réalité, souvent, on la pense en opposant les mouvements européens d'expansion territoriale, notamment à l'Amérique latine, mais en fait, la logique d'affirmation d'une supériorité civilisationnelle de l'Europe, elle ne s'est pas faite uniquement dans cette logique d'expansion territoriale, mais elle s'est faite dans la rivalité avec un autre empire qui était l'Empire ottoman, d'accord ? Et donc ça a participé comme ça en fait à constituer un récit et une identité européenne. Pourquoi, encore une fois, c'est important de le dire? Parce que les représentations qu'on a aujourd'hui et qui visent à dire que, c'est ce que je disais tout à l'heure, que quelque part on serait envahi par les musulmans, que les musulmans sont incompatibles avec les modèles européens, qu'il faudrait constituer un islam des Lumières, toute cette rhétorique-là qui par ailleurs se traduit dans des institutions, la tentative de mise en place d'un islam des Lumières, c'est quelque chose qui a eu lieu tout au cours des années 2010, dans la suite des attaques islamophobes en réalité de Nicolas Sarkozy sur l'identité nationale, par exemple. Bon. Et bien ça, toute cette rhétorique-là, toute cette matrice-là, elle a une histoire, et elle a une histoire qui a des siècles. Et pourquoi c'est important de le dire? Parce que c'est important de comprendre à quel point nos représentations, nos logiques civilisationnelles, un certain nombre de discours qu'on a, sont construits justement sur l'opposition, entre autres, à l'islam et à son altérisation. Donc il y a cette première dimension-là, et ça c'est le racisme structurel qui renvoie à des questions un petit peu culturelles, larges, qui se traduisent concrètement dans des politiques publiques, c'est ce que je viens de dire, mais qui ne sont pas, on va dire, bornées dans une immédiateté directe, mais qui se traduisent immédiatement par des discriminations économiques qu'on a l'habitude de mettre en évidence. D'accord ? Donc il y a cette dimension-là, racisme structurel. Nous, au NBA, on insiste sur le fait que le racisme d'État, comme je suis en train de le dire, il se situe dans la continuité de ce racisme structurel, premier point, et deuxièmement, dans la continuité également d'un racisme systémique. Alors, je vous rassure tout de suite, encore une fois, cette tripartition, c'est le moment théorique avec lequel j'ai décidé de commencer la formation, mais on va après aller vers quelque chose d'un petit peu moins théorique. Et donc, cette dimension de racisme structurel, elle a une continuité ensuite dans le racisme systémique. Et le racisme systémique, c'est quoi? C'est le fait que justement l'ensemble de la société, puisqu'elle a été construite sur un modèle raciste, et donc du coup, elle va avoir un certain nombre de dynamiques qui vont faire que ces structures de la société, elles vont s'appliquer de manière raciste aux personnes qui subissent l'islamophobie. Si je le dis de façon encore un petit peu plus claire et un petit peu plus directe, pourquoi c'est important de parler de racisme systémique? Parce que si on parle que de racisme d'État, on a l'impression que le racisme c'est une politique qui descend d'en haut et qui s'applique comme ça sur les personnes parce que ça pourrait être finalement un instrument du pouvoir. Quand nous on dit qu'au contraire le racisme est également systémique, on est en train de dire que toute la société participe à réaliser le racisme. D'accord? Pourquoi elle participe à réaliser le racisme? Pour deux raisons. On pourra mettre en évidence, d'abord il y a des intérêts économiques qui structurent en réalité la place de l'islamophobie dans la société, on en parlera, mais aussi parce que justement il y avait ce racisme structurel, c'est-à-dire qu'on a des représentations civilisationnelles qui font que, effectivement, l'ensemble de la société peut s'entendre de manière assez consensuelle sur le fait de dire que, par exemple, voir des femmes voilées c'est un problème. On se sent plus chez nous parce qu'on voit des femmes voilées, par exemple. D'accord ? Et ça, cette représentation-là, qui est plus ou moins admise dans l'espace public, ou qui fait partie un peu de discussions qu'on peut entendre de façon un peu banale, ben ça vient du racisme structurel. Mais ce racisme structurel-là, en fait, il se reproduit de manière systémique, c'est-à-dire qu'il circule dans l'ensemble de la société. Et pour en donner un exemple concret, cette structuration systémique-là, on la retrouve par exemple dans les écoles,
d'accord, avec la fameuse loi de 2004 qui va empêcher les jeunes filles de porter leur foulard à l'école. Mais ensuite, cette loi de 2004, on sait qu'elle a une extension, on pourra en rediscuter, mais on sait que une fois que cette loi-là elle a été posée, ça a été une sorte de porte ouverte comme ça à tenter d'invisibiliser globalement la religion musulmane dans l'espace public, que ce soit pour les mères qui accompagnent, que ce soit en affirmant que les hommes musulmans exerceraient une pression sur les femmes, etc., etc. Donc en fait, à partir de cette loi-là, on a jeté comme ça un discrédit sur l'ensemble de la communauté musulmane. Mais ça serait un espace, l'école. Quand on essaie d'expliquer que ce truc-là c'est systémique, il s'agit de montrer que, en fait, ces lois-là, ou cette manière de fonctionner à l'école, elles se répercutent dans d'autres domaines de la société. Par exemple, avec la loi El Khomri qui a eu lieu en 2016, du coup, la loi travail, à laquelle on s'est opposé, parmi ces dispositions, il y a eu la possibilité dans les règlements des entreprises d'exiger la neutralité religieuse. Donc concrètement, d'exiger que les personnes ne soient pas visiblement croyantes. Alors ça peut nous paraître parce qu'on est français, parce qu'on a l'habitude de certaines règles de laïcité, et puis qu'on a aussi une habitude de justement ces structures racistes qui viennent invisibiliser spécifiquement l'islam. On peut se dire que finalement on ne demande que la neutralité et que c'est pas quelque chose de si grave. En fait, rendez-vous compte de ce que ça veut dire. On part du principe que dans une entreprise, il est normal qu'un patron décide que finalement la religion de ses employés est un problème et que donc la religion de ses employés, elle doit finalement pas être visible. D'accord ? C'est comme si on venait dire, pour essayer de faire comprendre que c'est une dynamique raciste, c'est comme si on venait dire, en fait, parce que l'un des arguments qui est donné, c'est ça choque le public. D'accord ? Il y a un public qui pourrait être choqué de, par exemple, avoir des femmes voilées qui répondent à l'accueil ou qui sont présentes pour faire de la vente, etc. etc. Ça, c'est venir dire qu'il y a des gens qui sont racistes, d'accord ? Et puisqu'il y a des gens qui sont racistes, c'est les personnes qui sont racisées qui doivent disparaître et qui doivent s'invisibiliser, d'accord ? C'est comme si on venait dire à une personne qui serait arabe ou noire, je ne sais pas, de lui dire, en fait, toi, il faudrait que tu essayes de masquer, d'accord, que tu es arabe ou noir, parce qu'il y a des gens qui sont racistes, et ça peut nuire à notre entreprise, d'accord ? Et ça, la manière dont ça se développe d'une institution qui est l'école, avec un argumentaire qui va être variable, en réalité dans le temps, on pourrait y revenir, et bien ça va se répercuter à un autre domaine de la société, qui va être du coup le travail. Et puis de la même manière, ensuite, on va avoir comme ça tout un tas d'espaces où on va commencer à considérer que les personnes posent problème à ces dynamiques d'exclusion qui, à un moment donné, étaient potentiellement situées dans un espace où aurait eu une justification limitée. D'accord ? Donc ça, c'est le racisme systémique, d'accord ? Et ce système-là, il aboutit, là je donne un exemple avec la circulation des lois, mais en fait, il aboutit de manière un petit peu plus large à précariser de manière globale une partie de la société. Bon. J'en arrive à la troisième partie, qui est celle qui va nous intéresser un petit peu le plus, la dynamique du racisme d'État, d'accord ? Pourquoi on parle de racisme d'État ? Alors d'abord, premier truc, en fait, nous, à la commission antiraciste du NPA, on estime qu'il y a deux grands racismes d'État, en réalité, dans notre société. Il y a un racisme qui vise les personnes roms, d'accord, un racisme d'État qui vise les personnes roms, et puis on a un racisme d'État qui vise les personnes musulmanes, d'accord ? Mais le racisme d'État qui vise les personnes musulmanes, il a une prime, on va dire, c'est qu'il participe à constituer, on va dire, la fascisation, et c'est ce qu'on va voir dans un deuxième temps, d'accord ? Et quand on dit qu'il y a un racisme d'État, il s'agit de dire quoi ? Il s'agit de dire qu'en plus de ce racisme structurel dont on parlait, les représentations culturelles globales, du racisme systémique qui fait qu'à chaque espace, en fait, finalement, de la société, on est discriminé de différentes manières, et bien s'ajoute un ensemble de dispositions légales qui se multiplient et qui vont viser spécifiquement une partie de la population. D'accord ? Ce qui fait que vous avez par exemple une secrétaire à la lutte aux discriminations, d'accord, Aurore Berger, qui nous dit la semaine dernière que par exemple le voile, hop, on revient sur du racisme structurel, le voile en fait, c'est ce qui s'oppose aux valeurs républicaines. Les femmes qui font le choix de porter le voile, elles seraient finalement opposées à la République. Et sous-entendu, du coup, finalement, y compris dans l'espace public, il faudrait potentiellement légiférer sur ces questions. Bon. Donc ça, c'est un premier point, c'est qu'effectivement, on a une tentative, y compris quand le gouvernement est censé lutter contre les discriminations, de justifier des discriminations spécifiques en faveur des personnes musulmanes. Et ça, c'est du racisme d'État. Parce que là, c'est plus les préjugés de la population qui posent un problème, c'est vraiment l'État qui met en place une politique pour construire ces préjugés-là. D'accord ? Et pas seulement des préjugés, mais pour construire même des discriminations, d'accord ? Pour exclure des personnes de la société, mettre en place des lois, etc. qui est discriminant. Bon.
Globalement donc, le racisme d'État, souvent, on le construit on va dire, dans la France contemporaine, post-coloniale, sur la question de l'islamophobie, autour de la continuité en fait des lois de 2004 à maintenant, d'accord. Et nous on estime au nouveau parti anticapitaliste qu'on a 3 grandes phases de développement de ce racisme d'État. On a une première phase dite fémo-nationaliste entre 2004 et 2015, où on va mettre en place justement tout un argumentaire où il s'agirait de défendre les musulmans de leur propre religion et pour leur propre bien, d'accord. Et ça c'est la logique qu'on a vu se développer de 2004 à 2015. Et qui visait à dire que si on interdisait aux femmes de porter le voile, par exemple, c'était pour les protéger des hommes musulmans, ou pour qu'elles puissent s'épanouir dans la société, finalement, elles seraient plus libres sans foulard, etc., etc. Donc il y a eu toute cette logique-là qui a été présente de 2004 à 2015. D'accord ? Ensuite, à partir de 2015, le moment où a été mis en place l'état d'urgence, alors il y a des étapes un petit peu plus fines de ça, mais globalement, ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu un tournant un peu sécuritaire où il s'est agi de dire, non pas simplement qu'on avait des musulmans qui étaient violents et dangereux, et ça visait plutôt les hommes par opposition aux femmes qu'il s'agirait de protéger. À partir de 2015, on a commencé à dire qu'en fait, non, globalement, d'accord, tous les musulmans posaient en réalité un problème général de sécurité et qu'il allait falloir qu'on durcisse la politique en général vis-à-vis des personnes musulmanes et à travers les législations d'exception autour de l'état d'urgence, on les a visées de manière un petit peu plus spécifique. Et ça, cette phase-là, ça a été une phase justement où on a eu de plus en plus en fait de mesures comme ça discriminatoires qui ont visé les personnes musulmanes, des fermetures de mosquées arbitraires, des perquisitions des lieux de culte, etc., avec du coup finalement une logique où cette fois on a fait rentrer dans l'espace public l'idée que, vous voyez, il n'était pas question de ne pas faire d'amalgame entre la pratique des musulmans et un danger terroriste possible, mais que effectivement toutes les pratiques des musulmans et des musulmanes pouvaient potentiellement être finalement suspectes. Un des cas par exemple qui était assez emblématique et qui a été mis en place par exemple en 2015, c'était la question par exemple des signaux faibles de radicalisation. D'accord ? On a commencé justement à mettre en place tout ce discours-là sur la question de la radicalisation musulmane qui viserait à dire que du coup plus se radicaliser, en fait ça veut dire ça, hein. Souvent on nous rapproche de la gauche radicale, d'accord. Nous on est plutôt à l'extrême gauche et puis il y a la gauche radicale qui est un peu sur notre droite et on a tendance à dire que la gauche radicale c'est ce qui serait à la racine. Quand on dit qu'il y a une radicalisation musulmane, on est en train de dire qu'en fait être véritablement musulman c'est être, d'accord, en réalité potentiellement islamiste. Et ça, c'est ce discours-là qui s'est développé depuis 2015 jusqu'à à peu près ici maintenant. Et ensuite, on a une autre phase, et cette phase-là, c'est celle qui nous concerne, nous, là maintenant. C'est une phase où on a une offensive qui est passée, on va dire, à une étape supplémentaire, où on n'est plus simplement dans la mise en place de dispositifs qui visent à traquer un certain nombre de pratiques musulmanes qui sont banales et qui vont être criminalisées, mais là par contre on est dans une phase d'accélération, où on a un enchaînement de polémiques médiatiques et de dispositifs législatifs de plus en plus rapides qui permettent l'union des droites et qui sont la base de la fascisation. Donc du coup ça m'amène au deuxième point que je voulais évoquer avec vous, c'était justement de dire tiens, on doit lutter contre l'islamophobie comme racisme d'État, mais parce que l'islamophobie comme racisme d'État, c'est une islamophobie qui transforme les structures de l'État lui-même. Et là-dessus, il faut être particulièrement vigilant. Je vois la composition de notre salle, que c'est pas exactement cet enjeu-là qui est le nôtre, mais bon, quand même, c'est pas parce que, vous voyez, on dit tout ça sur l'analyse de l'islamophobie, mais une fois qu'on a dit tout ça sur l'analyse de l'islamophobie et qu'on va dire ce qu'on va dire là sur la question de la fascisation, il faut bien insister sur le fait que notre premier problème, c'est l'islamophobie elle-même, d'accord ? On n'est pas en train de dire que l'islamophobie, c'est simplement un signal qui nous permet de comprendre ce qui se passe dans notre État. D'accord ? Il faut effectivement dire, voilà, l'islamophobie, c'est un problème et on la combat en tant que telle et pas seulement en tant qu'elle est un moyen de la fascisation. Ça, c'est un point d'articulation qui est vraiment important pour avoir une politique qui soit vraiment antiraciste et qui ne soit pas de l'ordre de l'instrumentalisation, finalement, des questions de lutte contre l'islamophobie. Mais donc, fascisation. Pourquoi est-ce qu'on parle de fascisation au nouveau parti anticapitaliste ? Pour parler de la place de l'islamophobie d'État. D'abord parce qu'on voit en fait un phénomène qui a en réalité plusieurs dimensions. Ce phénomène qui a plusieurs dimensions,
C'est un phénomène dont on voit en fait plusieurs phases qui vont permettre de construire les assises, d'accord, de la politique du passage au fascisme dans notre société. D'accord, le fascisme, bon, on vient d'une tradition trotskiste, donc on a l'habitude de pouvoir en parler et de pouvoir l'analyser. D'accord. Pour le dire un petit peu rapidement, le fascisme, on estime que c'est une solution politique qui est donnée, qui est choisie par la bourgeoisie quand elle n'arrive plus à trouver des moyens de continuer son accumulation de capital, de la justifier, et qu'en même temps, du coup, les crises dans lesquelles se trouve le capitalisme aboutissent à une forme comment dire, il n'y a plus de consensus possible avec les classes qui sont exploitées au vu de la lutte des classes. Et donc, l'une des manières de faire, c'est de passer à un État de plus en plus autoritaire, qui n'est plus dans un état de conciliation. L'État joue plus son rôle de conciliation entre les classes, mais il joue un rôle autoritaire et sécuritaire. Et comment il joue ce rôle autoritaire et sécuritaire? Pas uniquement en s'appuyant sur les forces de la bourgeoisie, mais en s'appuyant aussi sur le consensus de la population et sur la manière dont la petite bourgeoisie va pouvoir participer aux forces, au règlement fasciste de la société. D'accord. Donc il faut une alliance de classe, quelque part, entre du coup, la petite bourgeoisie et la grande bourgeoisie. Et comment cette alliance de classe, elle doit se constituer? Elle doit se constituer justement de manière un petit peu contre nature par rapport aux intérêts économiques qui sont dans la société. D'accord. Et pour pouvoir constituer cette alliance de classe-là, on a besoin d'un ciment, vous voyez, qui justifie un petit peu cette unité. Et l'un des ciments qui va justifier cette unité, c'est entre autres le racisme. D'accord. Et donc l'islamophobie, elle joue ce rôle. D'accord. Elle joue ce rôle de constituer justement une alliance possible entre des classes indépendamment de leurs intérêts matériels et économiques. D'accord. Comment elle le joue? D'abord par la mise en place d'un narratif qui va être capable comme ça d'emmener une grande partie de la population. On a des lois, on a des médias qui produisent un discours acceptable et qui fait de l'islamophobie un racisme légitime, d'accord, qui est beaucoup plus facile à admettre moralement que tous les autres, d'accord, et qui permet de construire quoi? Qui permet de construire un discours à destination notamment des classes qui doivent justement faire cette alliance contre nature et économique. Et ce discours-là, il a un nom au Rassemblement national, ça s'appelle la préférence nationale. D'accord. Et cette préférence nationale-là, elle ne peut pas s'exercer uniquement vis-à-vis des personnes qui seraient en situation de migration, qui sont une fraction mineure en réalité de notre société. En fait, comment elle va se constituer, cette préférence nationale et cette justification de la préférence nationale, elle va se constituer en s'appuyant sur le racisme structurel, en mettant en évidence une sorte de danger de la société face auquel il faudrait se mobiliser, d'accord, pour essayer justement de s'associer à un ordre sécuritaire, et puis ça va permettre de justifier le fait que les politiques de l'État, ce ne soient plus des politiques sociales, mais ce soient principalement des politiques répressives, et il s'agit de construire ce besoin de politique répressive. Et cette construction de besoin d'une politique répressive, il va se constituer notamment à partir du tournant sécuritaire que j'évoquais tout à l'heure dans les lois islamophobes d'État, à partir de 2015. D'accord ? Donc on a cette première dimension-là, en clair, ce que je suis en train de vous dire, c'est que dans la dynamique de la fascisation, l'islamophobie, c'est une justification qui permet de construire un narratif qui établit la possibilité d'une union, d'accord, de classe indépendamment des intérêts matériels, d'accord, contre un ennemi, et cet ennemi-là, c'est la population musulmane. Ensuite, pour pouvoir constituer justement ce racisme-là, il ne suffit pas d'avoir des représentations culturelles, il faut aussi avoir un corps politique d'exception sur lequel justement on peut appliquer cette politique-là et on peut mobiliser la population. Et ça va être ce qu'on va faire en mettant en place justement la traque des musulmans et des musulmanes, en faisant justement la chasse aux musulmans et aux musulmanes dans les espaces régaliens. Et là, du coup, c'est ce qu'on retrouve avec les politiques d'État qui visent spécifiquement les personnes musulmanes. Comment on crée cette adhésion au gouvernement autoritaire qui permet justement de réaliser ce racisme d'État-là, en ayant une politique extrêmement dynamique de loi islamophobe. D'accord ? Et c'est la situation dans laquelle on est. Cette politique dynamique de loi islamophobe, qui est notre situation actuelle, en fait, elle s'articule à quoi ? Elle s'articule à ce qu'on appelle l'union des droites. D'accord ? L'union des droites, c'est ce qui va permettre justement le basculement vers le fascisme. Parfois, à l'extérieur, on va avoir un discours sur l'extrême gauche en disant « Ah là là, il
très souvent au fascisme, le Rassemblement national aujourd'hui n'est plus du tout si dangereux qu'avant, etc., etc. On se dit, en fait, il est plus si dangereux qu'avant, la preuve, il est dans les institutions et il les respecte. D'accord ? Et bien ça, c'est justement la dynamique qui permet l'accession au fascisme de la droite, et ça c'est ce que nous on doit pouvoir mettre en évidence. Et cette évolution-là, elle a abouti à ce que là maintenant, on soit dans une situation où, par exemple, quand un député du Rassemblement national qui est connu pour ses orties islamophobes, Julien Audoul, vient dire bah tiens, à l'Assemblée nationale, ça me pose problème qu'il y ait eu des jeunes filles qui portent le voile lors d'une visite, ce qui est tout à fait normal, hein, enfin, ce qui est tout à fait acceptable, quoi, c'est pas... Il n'y a rien de surprenant à ce que des personnes puissent porter un signe religieux lors d'une visite d'un lieu public. Voilà. Il crée une polémique. Cette polémique-là, elle est relayée par des médias qui, par ailleurs, sont partiellement détenus par l'extrême droite. D'accord ? Et donc, il y a une convergence des intérêts du grand capital et de l'extrême droite. Et dans le même temps, la proposition d'un député du RN, elle est reprise par qui ? Elle est soutenue par qui ? Elle est soutenue par Yael Braun-Pivet, qui est la présidente de l'Assemblée. Et là, qu'est-ce qui se passe ? On voit une union, d'accord, entre une droite qui est censée être une droite modérée et l'extrême droite, d'accord, avec des programmes qui sont de plus en plus proches. Donc là, j'ai pris un exemple un petit peu récent, mais en fait, on a des exemples continus de ces développements-là. Par exemple, lors de la deuxième crise du gouvernement Bayrou, on a eu justement une tentative de pression des ministres Retailleau et Darmanin qui insistait sur le fait que la loi contre les gels dans le sport, ce serait un argument qui, s'il n'était pas soutenu par LREM, justifierait que LR ne participe pas à leur gouvernement d'union. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les thématiques islamophobes sont l'argument central, d'accord, qui vient un petit peu faire la politique à l'intérieur des droites. D'accord ? Et ça permet progressivement quoi ? C'est ce que j'étais en train de dire, ça permet cette union des droites qui, à la fin, rend à la fois légitime et acceptable la prise de pouvoir par le Rassemblement national. Ça devient facile qu'ils prennent le pouvoir, d'accord ? On ne voit plus trop la différence entre le Rassemblement national et LR, par exemple. Et donc, finalement, on ne se pose plus trop de questions. Et ce qui est intéressant et ce qui est important, c'est que, par ailleurs, en réalité, il reste différent. Et en quoi il reste différent ? Alors, plus ou moins partiellement parce que les droites sont poreuses. Et en quoi il reste différent ? C'est que, notamment, le RN, il a des liens, mais pas uniquement avec LR, il a aussi des liens avec des groupuscules fascistes beaucoup plus violents, qui, eux, sont d'autant plus dynamiques, et c'est ce qu'on voit aussi dans la période, avec des agressions racistes et en bande, qui ne visent pas uniquement les personnes musulmanes, mais entre autres les personnes musulmanes. Et ça, c'est ce que vous aviez vu, par exemple, à Orléans, en début d'année, je crois que c'était en avril, mais c'était voilà, c'était il y a quelques mois quand même, à Orléans, où vous aviez justement un développement d'un petit groupe fasciste qui avait essayé de mettre en place un espace public qui serait interdit aux personnes musulmanes. D'accord ? Bon, ça avait encore fait scandale, parce qu'on a encore des institutions qui résistent un tout petit peu, d'accord, à ces questions-là, notamment la justice. Mais la justice, vous remarquerez que par ailleurs, elle est critiquée également par Marine Le Pen, qui critique le gouvernement des juges, que par Bruno Retailleau, qui critique un état de droit qui, selon lui, pose problème, que par un ancien président de la République, d'ailleurs, qui a été mis en prison et qui conteste sa condamnation. Donc on voit bien une fragilisation très forte de nos institutions. On a des choses qui résistent, mais concrètement, ces résistances-là, elles sont de plus en plus faibles. Et on voit où elles sont faibles à partir justement des politiques qui visent spécifiquement les personnes musulmanes. Alors, pas que les politiques qui visent les personnes musulmanes qui sont des signes de la fascisation, mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que la lutte contre l'islamophobie, elle est essentielle pour pouvoir faire reculer ceux qui fondent, justement, de manière large, le consensus à la fascisation. D'accord ? Donc ça m'amène au dernier point que je voulais voir avec vous, c'est-à-dire, une fois qu'on a dit tout ça, qu'est-ce qu'on fait ? Comment on lutte concrètement contre l'islamophobie ? Pour le dire de façon très directe, dans un premier temps, la première chose à faire, c'est un peu ce que tu as fait en fait tout à l'heure, et ce que tu avais fait aussi, c'est d'abord dénoncer de manière systématique et de manière large l'islamophobie. Il faut qu'on soit capable d'être solide sur nos appuis, d'avoir un argumentaire et de ne pas avoir peur, et c'est pas facile, encore dans notre camp social, de justement dénoncer de manière continue l'islamophobie des uns et des autres. Alors il ne s'agit pas dans une dynamique postmoderne, que sais-je, d'opposition permanente ou de pureté militante, mais il s'agit en revanche de dénoncer les compromissions que représente l'acceptation de l'islamophobie. D'accord ? Ça veut dire qu'on doit être capable d'identifier les actes racistes, d'en faire un enjeu et de dire que là se passe
véritablement la politique de notre temps, d'accord, dans le racisme qui s'exerce sur une partie de notre classe, sur nous-mêmes. Et ça, c'est particulièrement important. On doit se rendre compte que c'est notre priorité à nous. Alors souvent, on est impliqué, par exemple, dans le mouvement pro-palestinien. Et donc, comme on est impliqué dans le mouvement pro-palestinien, on sent cette solidarité avec des personnes qui sont racialisées, et notamment qui sont racialisées comme musulmanes. Par ailleurs, bon, j'ai pas eu le temps d'en parler, peut-être qu'on en rediscutera dans les discussions après ce moment-ci, mais par ailleurs, l'islamophobie, elle participe à justifier un certain nombre d'opérations impérialistes et une forme de consensus au génocide qui a eu lieu et qui redémarre en Palestine occupée. Mais de manière immédiate, nous, ce qu'on doit faire, c'est justement dénoncer. On doit dénoncer la manière dont l'islamophobie est structurante de notre espace social et de notre espace public. On doit dénoncer les agressions racistes, on doit manifester de la solidarité, on doit faire en sorte que quand il y a un acte raciste, il se soit un enjeu d'y résister. On doit faire en sorte que la normalisation du racisme dans notre société recule. Donc ça veut dire dénoncer là où on sait qu'il y a des entreprises où, par exemple, on a empêché des personnes voilées de travailler. Ça veut dire dans l'espace public là où il y a eu une agression, constituer justement des moments constituer un affichage spécifique. C'est pas forcément des actions qui demandent d'être là en présence et en masse tout le temps. Par contre, faire exister dans l'espace public une dénonciation, faire apparaître le fait que justement il faut normaliser la visibilité des personnes musulmanes, ça c'est un premier enjeu. On en discutait sur la préparation de cette réunion-ci. Par exemple, avoir été capable d'aller distribuer des tracts du LPA avec une femme qui porte le foulard en première page, en fait ça implique quand même aussi potentiellement pour l'ensemble des militants et des militantes d'être capable d'aller à la discussion avec des personnes qui vont vous dire qu'elles trouvent que c'est pas normal en fait. Et dans un premier temps, du coup, il faut déjà pouvoir le faire, et c'est déjà quelque chose. Donc il faut déjà aussi, aussi entre nous, il faut se féliciter de ce qu'on fait. Donc il faut déjà, c'est déjà quelque chose de se rendre capable de faire ça. Et deuxièmement, dans l'interaction, seront capables de dénoncer qu'effectivement là, la posture de la personne, elle est raciste. Parce qu'on a encore un peu de chance, c'est que dans notre société, quand même, on normalise le racisme, mais on trouve toujours pas ça normal d'être raciste. D'accord ? Et donc il faut essayer de faire en sorte de mettre en évidence un petit peu cette contradiction-là. Et donc avoir tout un discours qu'on peut développer sur les questions autour de la laïcité, par exemple, ou même en général sur le fait que, quel que soit l'argumentaire de la personne, les conséquences de son argumentaire, c'est finalement invisibiliser les personnes, donc c'est finalement produire un espace qui est racialisé et qui est ségrégué. Par exemple. Donc cette première phase-là de dénonciation, elle est très importante. Pourquoi ? Parce qu'elle permet de lutter contre le basculement de la société civile. Et là où c'est important, même si ça ne paraît pas extraordinairement politique, c'est que c'est important parce que justement, comme je disais, notre politique, elle bascule par le racisme d'État, par l'application justement du racisme d'État. Et ce qui est intéressant, c'est que dans les dynamiques islamophobes, je suis un petit peu longue, ce qui est intéressant, c'est que dans ces dynamiques islamophobes, de mise en place de lois, en fait, on a toujours un cycle dans lequel on a un moment, on va dire, de décision de l'exécutif. Je vais donner un exemple pour reparler concrètement de la loi de 2004, dont on parle tous beaucoup, et dont on a été l'un des premiers partis quand même à demander l'abrogation. Je rappelle qu'on est la seule organisation politique qui demande l'abrogation de la loi de 2004, avec le DMF, l'Union des démocrates musulmans français, un cadre un petit peu différent, mais tout de même. Aujourd'hui, Révolution Permanente commence un petit peu à se poser la question, mais avec un argumentaire tout à fait différent, en réalité, sur la question de l'islamophobie. Ça, c'est quelque chose qu'on doit mettre en évidence. Mais globalement, la loi de 2004, comment est-ce qu'elle s'est mise en place ? Elle s'est mise en place à travers 4 étapes. Et ça, c'est important de les avoir en tête. On a 1989, la première affaire du voile à créer. Et cette affaire du voile-là, elle aboutit à ce que l'État justifie la possibilité pour les femmes musulmanes de porter le voile. En 1989, quand le Conseil d'État est interpellé, il valide la possibilité de porter le voile dans les écoles. Sauf s'il y avait prosélytisme, problème de discipline, etc. D'accord ? À la suite de ça, justement, qu'est-ce qui va se passer ? On va avoir d'autres affaires qui vont commencer à émerger. Et face à ces autres affaires-là, puisqu'il y a eu cette petite clause, prosélytisme, problème de discipline dans l'établissement, on va commencer à avoir une forme d'hésitation sur comment est-ce qu'on règle finalement, là où il y a des chefs d'établissement qui s'opposent au port du foulard, ou des professeurs d'ailleurs, qui s'opposent au port du foulard de certains élèves, on va commencer à se dire tiens, il nous faut un règlement supplémentaire. Et là on va avoir en 1994 la circulaire Bayrou. Et la circulaire Bayrou, elle va être intéressante pour 2 choses.
Elle va être intéressante parce qu'elle va distinguer les signes dits discrets de signes ostensibles. Voilà, on va commencer un petit peu dans les distinctions de ce type-là. Les signes discrets, ça va être les signes qui ne sont pas liés à l'islam. Et puis les signes ostensibles, c'est ceux qui sont liés à l'islam, concrètement. Voilà. Et à partir de là, Bayrou, il va mettre en place, et c'est ça qui est important à comprendre sur les basculements législatifs, il va mettre en place justement une circulaire qui permet aux chefs d'établissement, à leur appréciation, de régler les situations. Et ça va aboutir à quoi? Ça va aboutir à ce qu'il y ait une disparité complète au niveau légal, puisqu'il y a des endroits où un chef d'établissement va prendre des décisions discriminatoires et des endroits où le chef d'établissement il ne posera pas de problème. Donc que vont faire les familles? De toute façon, tout à fait normal, elles vont se défendre. D'accord? Quand elles vont d'un coup comprendre que le chef d'établissement de tel lycée il interdit telle chose et puis tel autre chef non, elles vont se dire en fait c'est pas normal qu'il puisse l'interdire. Donc il va y avoir des procès. Et là qu'est-ce qui va se passer? L'État va se dire oh là là, ça devient compliqué à gérer cette histoire-là, donc on va mettre en place une commission et on va mettre en place un rapport. D'accord? Et une fois que ce rapport-là, c'est la troisième phase, la commission Stasi, et c'est elle qui va développer tout l'argumentaire sur les femmes musulmans et les hommes qui forcent les femmes à porter le voile, etc. Étape 4, la loi de 2004. D'accord? Et ce qui est important de comprendre, c'est qu'on a l'étape 3, d'accord? Enfin l'étape 2, pardon, l'étape qui parle des dispositions justement de l'exécutif, les circulaires. D'accord? Où là, on laisse les gens au libre choix d'agir ou de ne pas agir pour appliquer des lois racistes. Et nous, ce qu'on doit faire, c'est d'une part être vigilant à ces circulaires-là, qui se multiplient, d'accord, parce que l'exécutif fait passer des propositions de loi qui ne sont jamais votées, fait passer des textes de ce type-là, qui du coup génèrent comme ça des pratiques discriminatoires à certains endroits, et qui sont des marchepieds pour les lois racistes d'après. Mais ce qui est important, c'est que si on arrive à construire la résistance dans la société civile, ces dispositions exécutives-là, elles sont inapplicables. D'accord? Quand vous êtes dans une école, quand il y a une circulaire comme ça qui est proposée à un chef d'établissement à sa discrétion, et que l'ensemble des parents d'élèves se mobilisent contre l'application de cette circulaire-là, il est en difficulté. Alors il est de moins en moins en difficulté parce qu'il est de plus en plus soutenu par sa hiérarchie, mais il n'empêche que vous pouvez construire la résistance à partir de cette base-là. Et pour ça, il faut être dans une attitude de dénonciation constante. Donc ça, c'était le premier point. Il ne faut pas négliger cette partie-là, même si elle ne nous paraît pas extraordinairement politique. Deuxièmement, qu'est-ce qu'on fait? On se lie aux personnes concernées. Et ça, c'est important de pouvoir le faire en se rendant capable justement d'être en dialogue avec les personnes musulmanes. Et ça veut dire être de moins en moins mal à l'aise avec le référent religieux. D'accord? Et d'être à l'aise avec le fait qu'il y ait des personnes qui soient musulmanes concrètement. D'accord? Et donc ça, c'était particulièrement important parce que ça nous permettait justement de dire, en fait, on n'est pas simplement en train de lutter contre l'islamophobie parce que c'est un racisme qui s'exerce et que le racisme c'est mal, mais parce qu'on est avec les personnes musulmanes. Parce que les personnes musulmanes, vous voyez, même quand on dit on est avec, ça pose souci. D'accord? On est en train de dire, on est, entre autres, composé de personnes qui sont aussi des personnes musulmanes, et ça n'est pas un problème, et ça n'est pas une contradiction. Et ça, c'est particulièrement important qu'on arrive à être à l'aise avec ça, parce que c'est comme ça qu'à l'inverse, on construit un bloc social qui va être un bloc social solidaire qui permet de résister au racisme. D'accord? Et donc effectivement, la constitution de collectifs de base, qui est particulièrement difficile, c'est ce qui permet d'avoir justement ce relais sur l'ensemble des faits, qui permet d'avoir cette lutte au niveau de l'activité un petit peu immédiate de contestation comme ça des démarches de l'exécutif. Puis dans un troisième temps, il s'agit aussi de pouvoir mettre en évidence comme ça le caractère solidaire de l'islamophobie et de l'ensemble de la dynamique de la fascisation. Et c'est la troisième phase qui est importante et qui est presque quelque part en fait, finalement la plus facile à mettre en place pour nous, parce que notre analyse de la fascisation, on la connaît depuis un siècle à peu près, qu'on l'emploie à partir de Trotsky et qu'on la met au jour. Et donc ça, c'est une base qu'on a et qui nous permet de donner des clés d'intelligibilité de l'islamophobie, qui nous permet de faire comprendre aux gens ce qui est en train de se jouer, de justement pas uniquement parler du racisme structurel, pas uniquement parler de structure culturelle, mais de parler de là maintenant ce qui se passe, pourquoi ça s'applique économiquement, et du coup de montrer que notre projet de lutte anticapitaliste et révolutionnaire, c'est le moyen en réalité de lutter contre l'islamophobie. Ça veut dire, et je termine sur ça, ça veut dire que la lutte contre l'islamophobie, c'est une lutte de longue haleine pour deux raisons. C'est une lutte de longue haleine pour deux raisons. D'abord parce que, comme je l'ai dit au tout début de ma prise de parole, en fait, il y a du travail à faire pour donner confiance et pour permettre aux personnes de se mobiliser. Premier élément, d'autant plus que ce qu'on va affronter en face va être extraordinairement violent dès qu'on lève le petit doigt. Premier point. Et puis deuxièmement, c'est aussi une lutte importante et une lutte de longue haleine parce que va être les premières victimes du mouvement en fait,
qui est en cours, qui est celui de la fascisation, et que la seule manière d'y résister, c'est pas les manières de compromis. Et donc ça, il va falloir le justifier auprès de personnes qui, pour l'instant, veulent des solutions immédiates par rapport à ce à quoi elles sont confrontées. Et qui, en même temps, sont tout à fait conscientes que l'appareil légal est de moins en moins une protection pour les personnes musulmanes.